Bien, bonsoir à tous. Nous sommes lundi 21 septembre, il est 20h30. J'ouvre la séance du conseil municipal. Le quorum étant atteint, j'ai deux procurations, celle de Patrick Roucault qui a donné procuration à Yannick Le Godec et celle de Sophie Baudouin qui a donné procuration à Daniel Bajon. Pas d'autres procurations? Je vais désigner Madame Chartrain comme secrétaire de séance. Oui, à titre d'indication, 4 questions diverses ont été posées, seront donc posées par Monsieur Paul à la fin du conseil municipal. Il faudra poser les 4, même si le règlement stipule 2 par groupe, mais c'est pas grave, on pourra en porter 4 sans problème. Le dernier procès verbal a été mis en ligne sur le site internet de la commune 2 jours après la dernière séance du conseil municipal, soit le 17 juillet, et envoyé à tous les membres du conseil municipal avec cette convocation. Voilà. Et les dernières petites erreurs qui avaient été relevées du précédent ont été corrigées. Voilà, je rappelle à tous les conseillers que lorsqu'ils prennent la parole, qu'ils allument bien le micro de manière, puisque nous sommes enregistrés, et que ce conseil municipal sera, comme tous les autres, retransmis sur le site de la municipalité. 2 demandes ont été formulées lors du dernier conseil et les éléments ont été transmis ou sont transmis. Tableau d'indemnité des élus, donc c'est un tableau qui est transmis là avec la note explicative de cette séance. Et puis la question de faisabilité d'opérer un don pour une fondation. Et là, je vais donner la parole à Monsieur Constantin qui a fait des recherches et qui peut nous en dire davantage. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, une collectivité territoriale ne peut pas faire de dons à une fondation, car une collectivité territoriale ne peut pas consentir de libéralité. Donc, avantage, ça c'est considéré comme un avantage injustifié. Par contre, la collectivité peut bien verser une subvention donc, à une fondation, comme pour une association après délibération du conseil municipal, si un intérêt public local le justifie. Voilà. Merci beaucoup. Je rajouterai, avant de passer au premier point, que vous avez dans vos pochettes les projets de délibération suivants. D'abord, le tableau des commissions communales mis à jour. L'annexe au point numéro 12 sur le régime indemnitaire et indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, pour mettre à jour la période entre 2017 et 2020. Et puis la demande de subvention au conseil départemental relative à la répartition des amendes de police. C'est quelque chose qui nous est arrivé entre la convocation et aujourd'hui. Alors, point numéro 1, approbation du procès verbal du conseil municipal du 15 juillet 2020. Y a-t-il des remarques? Monsieur Paul. Alors, je vais vous lire un texte. Nous allons nous opposer au compte rendu. Je vais vous lire un texte. Je vous demanderai de bien vouloir mettre au PV, au prochain PV. Monsieur le maire, le groupe d'opposition ne votera pas le compte rendu du conseil municipal. En effet, depuis le premier conseil municipal, vous nous adressez des procès-verbaux relativement fidèles. Or, après vérification, les PV que vous rendez publics par le biais du site de la mairie sont de façon malhonnête tronqués de toutes les interventions que nous faisons. Nous ignorons si cette malhonnêteté vient de vos services ou de vous-même, mais dans tous les cas, ils ont pour conséquence de très largement nous éloigner de la concorde que vous aviez l'audace de prôner lors du premier conseil municipal. Face à de tels agissements, nous signalerons cette dérive auprès des services de la préfecture. Bon, je vous remercie. Tant pis pour la concorde. Non, je n'étais pas, pour ma part, conscient de ces écarts. Vous pouvez nous les signaler, vous savez. Mais très bien. Pas de sujet. Faites une action en préfecture. D'autres remarques? Non. Je vais donc soumettre ce point à votre vote et les oppositions. Et abstention. Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 2. Donc c'est pour information sur les décisions du maire prises en vertu de cette délégation. Donc contrat de location et reprise de 2 véhicules, contrat entretien vidéosurveillance, adhésion de Total Fleet, convention constitutive d'un groupement de commandes pour la fourniture de services d'assurance pour la couverture des besoins propres de ses membres, contrat de location véhicule utilitaire électrique type Peugeot e-Expert,
et avenant numéro 1. Les questions. Oui. Oui, puisqu'on doit délibérer là sur les décisions du maire. Non, on ne délibère pas, c'est pour information. Pour information, alors juste alors, à titre d'information, comme c'est marqué projet de délibération 2. C'est le deuxième point à l'ordre du jour, mais il n'y a pas à délibérer. Mais ce n'est pas un projet de délibération. Hein. Le titre est à revoir. Là. Bon, juste une information à nous donner. Concernant le premier point, contrat de location et reprise de 2 véhicules. Bon, vous précisez parfaitement la reprise de 2 véhicules, Peugeot 206 et Dacia Logan. On n'a pas d'informations sur le contrat de location. C'est-à-dire quel type de véhicule? C'est 2 Peugeot 3008 hybrides. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous apporter davantage de précision, à la fois sur l'usage, l'attribution? Noir. L'usage, l'attribution. Voilà. Et l'usage, le directeur des services et maire et adjoint, pour l'instant maire, mais partiellement. Voilà. Véhicule de fonction, véhicule de service? Fonction. Voilà. D'autres questions? Oui, on n'avait pas délibéré là-dessus, sur le type de véhicule. Bah si, il y a eu une délibération. S'il vous plaît, si je me souviens bien, nous avions délibéré sur des véhicules de service. Nous avions posé la question justement par rapport à l'usage personnel. Vous nous avez dit que c'était des véhicules de service et qui étaient plus précisément destinés au directeur des services techniques. Il n'a jamais été question de véhicules d'un montant de 45 000 euros ni pour le maire ou ses adjoints, ni pour le DGS. Donc c'était des voitures de service. Aujourd'hui, vous nous mettez devant des voitures de fonction. On aimerait savoir... alors, je vais vous demander 2 choses. La première, si c'est possible d'avoir les contrats, déjà, pour voir depuis quand vous les avez, et ensuite pour voir combien ça coûte, etc. etc. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Je vais laisser parler le directeur général des services, puisque là-dessus, c'est lui qui s'est occupé de ça. Donc, allez-y. Alors, techniquement, je vous donne les infos techniques. Vous avez reçu donc... une notice explicative pour le conseil du 6 juillet 2020. Et il était bien indiqué, alors là, du coup, en plus, je suis la personne la plus principalement concernée, que donc un véhicule de fonction pouvait être attribué au directeur général des services s'il en faisait la demande. Donc c'était écrit noir sur blanc. Donc vous avez à la fois les véhicules de service avec le règlement concernant donc les véhicules de service et aussi les véhicules de fonction. Et pour les élus, il est mentionné aussi que selon les missions concernant les élus, dans le cadre de leur mission, il peut être aussi attribué donc un véhicule de fonction pour exercer les fonctions qui le justifient. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Bon, je vous propose en tout cas, vous pouvez tout à fait aller voir les services pour d'autres questions là-dessus. Il y avait 2 voitures, on en a repris 2. Voilà. Moi-même, j'utilisais quelquefois la Zoé précédemment, lors de la dernière année ou des 2 dernières années. D'autres remarques là, sur ces projets de délibération pour information? Oui. Oui, monsieur Paul, allez-y. En ce qui concerne les véhicules, le fait que le DGS a le droit à un véhicule de fonction, il n'y a pas de discussion, au même titre que le maire a le droit à un véhicule de fonction. Ce que je trouve dommage, c'est que dans une période où on dit, et vous nous l'avez dit, nous, qu'on a des baisses de dotation, qu'on a des problèmes d'argent, qu'on aille prendre des véhicules d'un montant comme ça. On aurait pu prendre des Clio, des Zoé, puisque vous aviez des Zoé. Je pense que dans l'usage d'une collectivité pour faire de Tarbes à Vic ou de Vic à Tarbes, et éventuellement une fois de temps en temps à Toulouse, il y avait moyen peut-être de louer des véhicules qui étaient beaucoup moins onéreux. Je laisse répondre le DGS, puisque c'était lui qui a fait la proposition du type de véhicule. Alors, l'explication, elle est toute simple, en toute transparence. Donc, effectivement, la collectivité s'est investie dans des véhicules dits à consommation écologique. Donc, les 2 derniers achats, c'était des Zoé. Les Zoé, la problématique qui en découle, c'est qu'on peut faire que des petits déplacements, entre guillemets, si jamais on n'a pas de borne électrique. Donc, le choix a été fait d'optimiser donc cette direction de développement durable en investissant sur des hybrides.
il y a que trois donc modèles existants, sauf erreur de ma part. Citroën, effectivement, qui je ne sais plus quel modèle. Il y a aussi chez Renault qui donc fait la Capture, et il y avait aussi donc le Peugeot 3008. Pour répondre tout de suite à la question donc financière, il n'y a pas d'écart entre les trois. Et donc c'est un contrat de location qui a été effectué. Et donc quand on regarde donc les chiffres, ce ne sont pas des différences significatives entre les trois modèles. Voilà. Et donc la consommation, elle est surveillée puisque on invite et moi le premier, donc on invite les utilisateurs à donc faire le plein par le biais des bornes électriques de façon privilégiée. Voilà. Monsieur Paul. Et sur l'utilisation, est-ce que vous avez un cahier de bord sur lequel vous mettez vos déplacements de façon à savoir les usages personnels et les usages privés, puisque de toute façon, professionnels et privés, pardon, de telle sorte à ce qu'on ait avantage en nature ou pas, enfin voilà, de toutes ces questions-là qui se posent normalement comme dans une entreprise, on a les mêmes règles dans une collectivité, je pense. Je suis désolé, monsieur le maire, de prendre un peu trop la parole, mais comme je suis un des principaux concernés. Donc du coup, tout a été étudié en amont et vu avec donc la trésorerie. Et donc pour éviter justement qu'il y ait quel que soit un souci d'interprétation au niveau de l'avantage en nature que ça constitue. Donc il a été pris donc le forfait le plus élevé, donc le moins favorable donc à l'agent. Pour donc ce qui doit être déclaré aux impôts. Donc c'est une forfaitisation avec un calcul des frais qui sont estimés à titre donc privé et que je paie sur ma fiche de salaire. Merci. Du coup, point suivant sur les modifications des commissions municipales. Donc vous avez dans vos dossiers les modifications des commissions. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est simplement quelques changements d'avis sur des décisions qui avaient été faites sur des commissions qui avaient été faites un peu vite. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, la désignation des représentants au lycée, à la cité scolaire Pierre Mendès France. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on avait désigné des représentants, mais il en faut aussi pour la communauté de communes. La communauté de communes souhaite que les représentants à la cité scolaire de Vic soient des Vicois. Et donc à partir de là, ce n'étaient pas des conseillers communautaires qui avaient été désignés. Donc on propose pour le lycée, Mme Chartrain, pour le lycée professionnel, Mme Bajon, et pour le collège, M. Duhamel. Je crois qu'il y a aussi... non, le reste est inchangé. Est-ce qu'il y a des questions? D'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. Point adopté. Point suivant. Donc c'est un point sur la convention de mission d'accompagnement du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, qui m'autorise à signer une convention avec le CAUE qui nous est d'une aide assez importante, c'est quelque chose de positif. Y a-t-il des questions à ce sujet? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Point numéro 6. Alors là, c'est également une délibération concernant l'assistance du SDE auprès de Vic pour la maîtrise des infrastructures de communication téléphonique et des redevances dues par les opérateurs de communication électronique. En gros, c'est le SDE qui va aller chercher, quand on nous doit une redevance, aller chercher auprès de ces opérateurs la redevance qu'ils nous doivent. Chose qu'on ne fait pas, nous, dont on n'a pas les moyens de faire par nous-mêmes. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions?
Je vous remercie. Point suivant, c'est le point numéro 7 et la décision modificative du budget. Donc vous avez dans votre dossier des éléments sur cette décision modificative qui a été vue en commission des finances, qui s'est réunie, qui est présidée lundi dernier, et qui a fait l'objet d'une approbation à l'unanimité de la commission des finances. Y a-t-il des questions? Monsieur Paul. Il y a une ligne de 15 000 euros, je crois, qui est dédiée à la place de Verdun. Ça fait déjà 3 fois que nous votons des compléments pour finir cette place. Vous comptez en faire voter combien d'autres pour que ce soit fini, monsieur le maire? Une dizaine. Non, parce que c'est vrai que ça commence à faire lourd à force. Une dizaine. Non, monsieur Paul, vous avez bien vu qu'autour du rond-point, il y a des éléments qui sont mal structurés, qu'il faut refaire. On a trouvé là normalement une technique pour les refaire. Ça coûtera normalement moins de 15 000 euros. Mais en l'état, et vous savez comment c'est, en l'état, on ne peut pas la laisser comme ça, il faut la terminer. Elle a coûté relativement peu cher. Je vous rappelle qu'elle a été conçue par les services. Donc on s'est économisé toute la partie conception. Voilà. Je pense qu'effectivement, elle n'a pas été faite d'un coup par rapport à d'autres projets. Mais que pour un projet de cette envergure, une somme qui sera en plus, c'est une enveloppe, donc on va dépenser moins, voilà, reste tout à fait raisonnable. À présent, si vous préférez qu'on la laisse dans cet état, c'est une autre façon de voir les choses. Non, j'aurais juste préféré qu'on la fasse bien dès le départ. C'est dommage. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est quand même une belle réussite, puisqu'en plus, non seulement d'être esthétique, utilitaire, de permettre le stationnement, elle permet aussi d'accueillir quelques soirées animées en mettant des tables au milieu de la place. Donc, c'est aussi des choses qui nous permettent de bien mesurer son évolution. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Juste une précision. Je vois que les crédits là, concernant la création d'un dispositif de vidéoprojection ont été annulés ou reportés. On en est tout à fait satisfait puisqu'on était plutôt défavorable à ce type de projet. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est du report? J'ai répondu à cette question en commission. Je vais le refaire, mais l'idée du Conseil, puisque c'est nouveau, je sais, mais c'est qu'on ne refait pas exactement tous les débats de la commission. Vous étiez là en commission, et oui, là-dessus, voilà, le débat est libre, mais j'ai bien expliqué en commission que si on reportait cet investissement, qui représente une implantation, notamment au Stade Ménoni, aux Arcalès et route de Rabastens, c'est parce qu'en fait, les financements et la structuration du financement tardaient à arriver dans une année 2020 un peu spéciale. Et donc, elle est reportée à l'année prochaine pour cette raison-là. Et donc, ça ne sert à rien de laisser cette ligne sur le budget 2020. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, concernant maintenant le projet numéro 8, c'est le projet de demande de DETR par rapport aux bracelets qui ont été achetés justement par temps de Covid pour permettre à ceux qui le souhaitent de les porter et de pouvoir avoir du gel hydroalcoolique en permanence sur eux. Donc, la demande, on se rend compte que la DETR peut monter jusqu'à 80% de financement là-dessus. Donc, sur 10 000 euros, on avait déjà garanti un financement à 5 000, 50% par l'État dans le cadre des subventions Covid. Mais avec la DETR, on peut peut-être monter davantage jusqu'à 8 000 et garder que 2 000 d'autofinancement. Donc, c'est le financement que je vous demande d'approuver pour faire cette demande. Y a-t-il des questions? Oui. J'ai juste une question très pragmatique sur le coût des bracelets. 10 000. Pardon? C'est marqué. Non, mais oui, c'est marqué précisément. En faisant quelques recherches sur Internet, on se rend compte effectivement qu'on a des bracelets pour la moitié de ce prix-là en hors taxe. Donc ma question était, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un appel à concurrence par rapport à ce produit?
Non, il n'y a pas eu d'appel à concurrence là-dessus. Ça a été commandé, courant août. Donc non, il n'y a pas eu d'appel à concurrence. C'était dans une période particulière et c'est des montants qui le nécessitent pas. Et qu'est-ce qui a motivé le choix du fournisseur alors? Qu'est-ce qui a motivé le choix du fournisseur? Oui. Le fait que je les ai vus, j'ai trouvé ça particulièrement bien, dans un moment où on nous remerciait d'avoir pu être une des collectivités qui avait eu des masques en premier et qui avait su anticiper un certain nombre de choses. Et donc, quand je voyais que sur tous les plateaux télé, on disait que le truc le plus important, c'était de pouvoir continuer à se laver les mains le plus fréquemment possible, et qu'il y avait cette difficulté de trouver du gel hydroalcoolique, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui pouvait rendre service à la population. Voilà. Et donc, de ce fait, j'en ai commandé, nous en avons commandé 2000. Merci. Et donc on espère que ça ne reviendra qu'à 1 € par bracelet. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point suivant, le point numéro 9. Il s'agit de l'approbation des durées d'amortissement des budgets annexes. Donc ça, en fait, c'est tout simplement ce qu'on utilisait déjà en termes de normes comptables. Et là, c'est pareil, on aurait pu faire d'emblée cette délibération il y a plus d'une dizaine d'années, mais on l'a fait maintenant, donc parfois il faut s'y reprendre, mais qui aurait dû être délibéré. Et le nouveau trésorier nous dit que même si on utilisait les bonnes normes comptables, ça ne change rien, mais il faut que le conseil municipal prenne la délibération qu'il n'a jamais prise. Donc c'est ce que je vous demande de faire. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Projet de délibération numéro 10, l'étalement du coût des dépenses liées à la gestion du Covid. Donc là, je vous propose, et comme proposé en commission des finances, de pouvoir étaler le paiement, le coût des dépenses liées à la gestion du Covid-19 sur 3 ans. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une augmentation des coûts d'ici la fin de l'année, on pourrait les répartir sur 3 ans. 5 me semble un peu beaucoup. Aujourd'hui, on est, si ma mémoire est bonne, à peu près à 40 000 € sur l'enveloppe globale, mais qui ont été à minima financés à 50% par l'État. Donc à 20 000 pour la commune. Si sur les bracelets, on est à 8 000, donc ça ne fera plus qu'à 17 000 pour la commune, sur l'ensemble des charges dues au Covid. Donc déjà 3 ans, c'est beaucoup pour l'étaler, peut-être pas étaler 17 000 € sur 5 ans. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 11. Donc, on va passer au niveau des ressources humaines. Et je vais donner la parole à M. Faraud, à qui il faut un micro. Vous m'entendez? Oui. Le point numéro 11, c'est sur l'instauration du compte épargne-temps. Pas de questions? Donc je soumets ce point au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Point suivant, c'est la mise en place du RIFSEP. Et c'est encore M. Faraud qui va nous présenter cette délibération. Alors, le RIFSEP, c'est le régime indemnitaire portant sur les fonctions, les suggestions, les expertises et engagements professionnels dans la fonction publique. En gros, cela regroupe les indemnités et les primes des agents. Alors, la collectivité était dans l'obligation de la mettre en place. Ça se décompose en 2 parties. Il y a l'IFSE, alors indemnité tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise. Donc ça, c'est mensuel. Et la deuxième partie, c'est le CIA, le complément indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de
servir. C'est la prime de fin d'année ou le 13e mois. Il y a eu une étude qui a été menée par le bureau d'études Local Nova, spécialisé dans la fonction publique et les ressources humaines. Et ce sont tous les plafonds que vous pouvez voir dans le projet, dans la mise en place du RIFSEP. Ce sont des plafonds réglementés, de toute manière. Donc voilà. C'est le point suivant. On peut le faire voter avec. On va le faire voter avec. Pardon, vous avez le tableau qui est avec, hein, que vous aviez dans le petit document. Et pareil, ça a été transmis au centre de gestion 65 et qui a émis un avis favorable sans réserve. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je m'interrogeais sur le premier point, à savoir que quand la nomenclature précise que la mise en œuvre devait être autour de 2016, on s'aperçoit qu'effectivement la mise en place ne se fait qu'en 2020. Est-ce qu'éventuellement la collectivité est soumise à sanction? Non, pas du tout. On a proposé, il y a de ça, je pense, 1 an et demi, le choix aux agents entre la mise en place du RIFSEP et l'adoption d'une mutuelle. Et ils ont préféré à une très large majorité l'adoption d'une mutuelle. Et donc, du coup, ils auront les deux puisque on met en place aussi le RIFSEP. Les deux sont réglementaires, de toute façon. Pas la forme de mutuelle. La mutuelle employeur n'est pas réglementaire. Non, mais ce type de mutuelle. En tout cas, honnêtement, j'en sais rien parce que c'est pas le sujet de ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé par la mutuelle et ensuite on a mis en place le RIFSEP. D'accord. Et les agents semblent en être satisfaits. Y a-t-il d'autres questions? Les oppositions? Les abstentions? Merci beaucoup. Point adopté. Et enfin, point numéro 13, approbation du document unique complété. Et je donne la parole à M. Faraud. Je vais donc soumettre l'approbation du document, le document unique à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Questions diverses, donc, M. Paul en a posé 4. M. Paul, nous vous écoutons. Je les ai, mais si vous aviez voulu les préciser. Alors, premier point, j'ai vous demandé des précisions sur l'organisation du marché de nuit du 5 septembre et de la communication. Alors, pouvez-vous me préciser les précisions que vous attendez? Alors, les précisions que j'en attends, c'est par rapport à l'organisation. Cette organisation a été faite sans communication quasiment. Alors, c'est pas un Facebook qui fait une communication sur une animation. L'animation, ça se fait avec des affiches, avec des affichages, des supports papier. Enfin, il y en a des multitudes. Il n'y a pas que Facebook dans la vie. Donc, cette organisation s'est faite déjà sans communication. C'est pour ça que le traiteur qui était prévu s'est désisté au profit de 2 petits traiteurs qui, bon, somme toute, ont sauvé un peu la casse. Ils étaient contents parce que ce sont des personnes qui ne font pas de grosses prestations. Mais le prestataire en question avec qui nous sommes entretenus dit je vais tout lâcher compte tenu du fait du manque de communication et de la manière avec laquelle ça s'est fait. Deuxième chose que j'aimerais c'est que il y a une commission des marchés dans laquelle nous sommes. Ce marché de nuit s'est fait, et visiblement sans que nous y soyons conviés, mais visiblement aussi sans que les collègues de votre liste y soient conviés. Alors, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une personne qui fait lui-même son marché comme il veut, d'autant qu'après, la buvette en question
était géré par l'association des tablés dont il est le président. Je trouve que ça fait beaucoup de choses, à moins que ça ait changé depuis, mais que c'était lui en février. Je trouve que sur l'organisation, il manquerait plus qu'il soit rémunéré pour faire le DJ. Donc j'aimerais que ces explications, quand on fait un marché de nuit, je pense qu'il y a 3 points. Comment ça a été organisé? Comment ça n'a pas été communiqué? Et pourquoi les autres élus n'ont pas été associés? S'il vous plaît. Bon, ben, je vois que vous n'avez pas perdu l'art de la critique qui vous caractérise tant. Je tiens à remercier pour ma part ceux qui ont organisé cet événement, cette fête de rentrée, et notamment Dominique Bullet qui s'est particulièrement investi, et grâce à qui a porté ce mouvement qui est parti du fait de refaire une braderie pour une animation commerçante. Et à partir de là, c'est greffé sur cet événement d'autres événements, c'est-à-dire une fête le samedi soir avec des concerts, et puis effectivement un marché de nuit qui s'est réuni. Simplement pour vous dire que, si je refais un petit peu le déroulé, l'élection municipale, le second tour, s'est déroulé le 28 juin dernier. On a installé le conseil municipal, ensuite il y a eu l'été, on est en pleine année de Covid, et on s'est dit quand même, on va essayer de faire quelque chose pour la rentrée. On a été une des rares communes à faire une animation. D'ailleurs, ce que les gens ont apprécié, parce qu'ils ont eu le souci de voir que des gens essayaient de faire. Alors peut-être pas parfaitement, c'est vrai, mais en tout cas, qui essayaient de faire, et de faire dans un contexte où c'est compliqué et dans un contexte parfois morose. C'est pour ça que ça a plutôt été un succès. J'ai entendu effectivement ce traiteur qui a annulé 2 jours avant sa prestation, qui à mon avis n'est pas de la plus grande des courtoisies, mais ça, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec lui. Et je peux vous dire que ceux qui l'ont remplacé sont extrêmement contents de ce qu'ils ont fait. Alors peut-être que dans votre bouche, ce sont des petits exploitants, mais en tout cas pour moi, je ne fais pas la différence entre les uns et les autres. Tout ça pour vous dire que oui, ça a été fait pendant l'été, ça a été fait avec le responsable, le conseiller délégué au commerce qui a pris le leadership là-dessus. Ça ne faisait pas partie de la commission des marchés, parce que cette commission est la commission du marché de Vic. Donc c'est quelque chose qui a agrémenté les choses, cette fête de rentrée. Si ça avait dû faire partie d'une commission, ça aurait été plutôt de la commission animation. Voilà, pour être clair. Donc, sur ce point, oui, allez-y. Et dans tous les cas, je faisais partie aussi de l'animation et je n'ai pas été invité non plus. Oui, parce qu'il n'y a pas eu, justement, je vous ai dit que ça s'est fait pendant l'été, à un moment où on venait, où on est dans un été Covid, à un moment où on a créé cette animation dans un contexte qui n'était pas évident. Donc oui, si ça n'a pas été fait parfaitement dans les règles de la gestion municipale, enfin de la gestion, de la façon dont on réunit les différentes commissions, oui. Après, pourquoi c'est l'association des tablés de vie qui a tenu la buvette? Parce qu'il n'y en a aucune autre qui a voulu. On a demandé à toutes les associations sportives. Bah, écoutez, moi j'ai demandé, vous demanderez aux personnes qui ont fait ça. Ils m'ont dit justement comment on fait. On n'a aucune association ne souhaite tenir cette buvette. Voilà. Donc, à partir de là, il me semblait que de toute façon, c'était toujours mieux de faire quelque chose plutôt que d'attendre passivement, que les situations soient parfaites. Votre deuxième question. Ah, sur quelle base pouvez-vous justifier, parce que je dois lire même la question. Donc, sur quelle base pouvez-vous justifier la sanction prise à l'encontre de la commerçante du marché? Donc, vous devez faire référence à une commerçante qui, à plusieurs reprises, comment dire, si je décris par le menu ce qui s'est passé, je risque de rentrer dans quelque chose qui rendrait les choses trop visibles et trop personnelles. Moi, je ne tiens pas à ce que l'identité de cette commerçante soit révélée en conseil municipal. Simplement, quand on a, dans un contexte où on essaie d'organiser le marché du mieux possible, où on l'a accompagné pendant tout le Covid, où on le rend gratuit, où on essaie de le rendre le plus juste possible et le plus attractif, et qu'on a des gens qui essaient de semer le trouble chez les autres, le trouble chez les autres commerçants, le trouble chez les gens qui font leur marché, au bout d'un moment, il est de ma responsabilité de faire respecter l'ordre. Et à chaque fois que j'aurai à exercer cette responsabilité, je le ferai. Voilà, c'était pas agréable. J'ai fait plusieurs avertissements. Rien n'a été écouté. Ben, je pense que maintenant, les choses sont davantage comprises. Monsieur le maire. Oui. Monsieur le maire, juste pour préciser,
La question ne porte pas vraiment sur le déroulé, mais vous avez un pouvoir disciplinaire. Là, c'est une mesure, c'est une sanction qui est une sanction grave. Ce n'est pas une sanction de premier niveau, ce n'est pas une sanction de type avertissement. C'est équivalent dans le monde du travail à une mise à pied. Et une mise à pied on va mettre de 3 semaines, mais au moins de 3 jours, avec les conséquences financières pour la personne. Notre question porte plutôt de façon à éviter de penser qu'il y a là comme un arbitraire ou un fait du prince, une procédure. Dans le monde du travail, elle existe. J'imagine que si un maire prend une sanction disciplinaire vis-à-vis d'un administré, effectivement, il y a aussi une procédure, notamment le constat de la faute. Est-ce qu'il y a eu un constat? Est-ce qu'il y a eu un procès-verbal? Je n'en ai pas vu. En tout cas, il n'est pas mentionné dans la lettre. Est-ce qu'il y a eu une qualification de la faute? Je ne l'ai pas trouvé non plus. Est-ce que c'est un trouble à l'ordre du public? Est-ce que c'est des dégradations, une désobéissance? Je ne l'ai pas trouvé non plus. Une sanction proportionnée à la faute. Bien évidemment, déjà, il faut savoir s'il y a faute, mais est-ce qu'elle est proportionnée? Là, elle m'apparaît extrêmement sévère. Et le droit de défense aussi de la personne, c'est-à-dire, au fond, quand elle est reçue, est-ce qu'on lui a donné tous les éléments et est-ce qu'elle a pu se faire assister? Je pense que non. Et en plus, il est fait référence à un règlement intérieur dont absolument aucun commerçant ne peut signaler qu'il le connaît ou qu'il l'a eu. Alors c'est tout à fait bizarre qu'on ait un droit disciplinaire qui se pose en même temps quand on n'a pas des éléments de règlement qui sont connus de la part des personnes qui ont signé un contrat avec la mairie. Donc on voulait avoir des précisions au fond sur cette démarche, de façon qu'effectivement que des faits de ce type-là, dans des formes que j'apparaissent un peu légères, ne puissent pas se reproduire. Je pense que même s'il y a eu la période Covid, la liberté d'expression reste en place et on aimerait donc effectivement avoir quelques précisions là-dessus. Bien, écoutez, je trouve très louable ce chantier, l'idée de créer une cour municipale. Ce n'est pas vraiment l'objet. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu cette dame, je lui ai expliqué très gentiment les choses. Je lui ai ensuite expliqué sur place, je lui ai ensuite écrit. La conseillère déléguée au marché l'a rencontrée à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs entretiens. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, les choses ont été telles que j'ai réuni l'ensemble du groupe majoritaire en bureau municipal, et nous avons décidé à l'unanimité de cette sanction. Il ne s'agit pas du fait du prince, il s'agissait de pouvoir dire à un moment comment on dit stop à quelqu'un qui ne veut rien entendre. Voilà. Et effectivement, il y avait un trouble à l'ordre public du marché, et un trouble à la bonne humeur du marché et au bon vivre de ceux qui veulent simplement aller faire leurs courses sans qu'on les embête. Je pense que vous qualifiez peut-être un peu vite ce qu'on appelle. Eh bien, écoutez, c'est votre jugement. C'est votre jugement. Quand vous serez aux responsabilités, vous pourrez qualifier vite ou lentement les choses. Aujourd'hui, il y a ceux qui doivent faire face à ces comportements qui ne visent qu'à défendre un intérêt personnel, quitte à mettre le trouble, quitte à mettre le bordel. Et bien là-dessus, il faut bien aussi mettre une limite. La limite, compte tenu du fait que c'est à nous de pouvoir la fixer, nous l'avons fixée et nous l'avons fixée de manière unanime. Point suivant. Pouvez-vous nous donner l'évolution de la capacité nette d'autofinancement de la commune depuis 2014 ? Alors, je vais le redire plusieurs fois, je sais bien que c'était le grand dada de M. Curette, dont l'ombre plane encore sur le groupe minoritaire, mais la capacité nette d'autofinancement dépend de plusieurs choses, et notamment si nous avons choisi de baisser chaque année les impôts, nous avions en conscience que, ce faisant, nous baissions structurellement la capacité nette d'autofinancement. Si nous avons choisi de faire davantage de choses en interne et en régie, et du coup d'avoir moins appel à certaines entreprises extérieures ou à certains investissements, c'est aussi pour pouvoir, ça affectait aussi la capacité nette d'autofinancement. Donc moi, ce n'est pas une mesure que j'approuve. Maintenant, il vous suffit de reprendre tous les chiffres qui sont publics depuis les dernières années, de faire un tableau et des courbes comme vous voudrez. Moi, je pense que ce n'est pas un outil, que ce n'est pas l'outil le plus pertinent pour mesurer de la bonne gestion d'une commune. Enfin, dernier point, pouvez-vous communiquer la comptabilité analytique de la commune aux membres de la commission finances ?
Alors ça peut être une question qui n'est pas nécessairement conseil municipal, si vous la voulez, mais écoutez, vous demandez la comptabilité analytique, mais dites-moi de quelle opération, et on vous la communiquera. Sur ce, y a-t-il... Non, pas d'autres interventions. Eh bien, écoutez, merci pour ce conseil municipal, dont je regrette qu'il ait sonné la fin de la concorde, que j'ai trouvé bien trop courte.